Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc le 13 mars 2021. Je fais cette vidéo pour revenir sur quelques points là, sur l'actualité africaine. Mais très précisément, je commence par, comment dire, euh, la, en fait, la décision qui a été prise par les parlementaires français le 2 mars dernier, 2 mars 2021. Donc j'ai pris comme ça rapidement les articles de presse. Et qu'est-ce qu'ils marquent? Ils disent que c'est une promesse vieille de d'un demi-siècle. En 1970, les pays de l'ONU s'engageaient à consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l'aide au développement, qu'ils appellent l'APD. 50 ans plus tard, la France n'a toujours pas tenu parole, mais les choses pourraient bientôt changer sous la pression des députés, voilà, soi-disant. Tu parles. L'Assemblée nationale a en effet voté mardi 2 mars un texte visant à porter l'aide publique au développement à 0,55% du revenu national brut à la fin du quinquennat en 2022. Voyez-vous? Alors les députés ont aussi inscrit dans la loi que la France s'efforcera en 2025 de consacrer, dire la suite, excusez-moi, voilà. Donc la France en 2025, ils disent qu'ils vont donc augmenter à 0, ils vont passer à 0,7% de son revenu national brut pour l'aide publique au développement. C'est vraiment l'arnaque, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en gros? L'inscription de la loi de cet objectif des 0,7% est un pas en avant extrêmement important. Ouais, tu parles, explique à France 24 Louis-Nicolas Jandot, bon, c'est la personne qui en est chargée. Cependant, cet objectif aurait mérité une rédaction plus claire et s'accompagnait d'une trajectoire détaillée. Voilà. Nuance le porte-parole d'Oxfam, bon, l'organisme aussi de l'escroquerie là. Et puis Coordination Sud, une organisation qui regroupe 170 ONG de solidarité internationale. Bon, et ils sont là, les ONG, je vous dis, occidentales et françaises en particulier, pour assurer le service après-vente de la France-Afrique. Soyons d'accord. Ou de l'exploitation de les ressources africaines, les richesses africaines. Donc, une précision par la suite, il dit, si la France respectait cette trajectoire, elle irait au-delà des engagements des États membres de l'Union européenne qui visent l'échéance de 2030, même si certains pays comme le Luxembourg, excusez-moi, ou les pays scandinaves, les meilleurs élèves voilà, de l'aide publique au développement dépassent déjà l'objectif. Vous voyez? En fait, les pays du Nord, alors qu'ils n'ont rien à voir, qui ne pillent pas l'Afrique, normalement, directement, parce que la France, elle pille l'Afrique directement depuis des siècles. Mais c'est un paradoxe, et puis on insulte notre intelligence en permanence. Donc on s'est dit, les intellos, là, qu'est-ce qu'ils branlent? Voilà, c'est ça. Moi, je me pose des questions, je ne comprends pas. C'est la corruption, évidemment. Alors, donc ensuite, ils disent, au-delà de l'augmentation de son budget, la France veut donner une nouvelle orientation à son aide. Les crédits vont ainsi être recentrés sur les pays d'Afrique subsaharienne. On sait pourquoi, je vais vous donner mon point de vue tout à l'heure. Les pays donc subsahariennes, d'Afrique subsaharienne et Haïti, tiens. Le projet de loi définit clairement les nouvelles priorités, lutte contre la pauvreté, santé, climat, éducation, égalité femmes-hommes. Voilà. Toujours là que je t'embrouille. Ensuite, ils disent, autre nouveauté, les députés veulent un mécanisme, alors ça c'est ça qui m'a intéressé, pour restituer aux populations sous forme de projets de développement les avoirs confisqués par la justice française dans les affaires dites de biens mal acquis de dirigeants étrangers. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils nous disent qu'en 2021, cette démarche-là, pour augmenter l'aide publique au développement, c'est une démarche des parlementaires français pour essayer d'une certaine façon, restituer l'argent qu'ils ont pris aux dictateurs, là, qui sont venus investir ici. Voilà. Avec cette réforme comment on appelle ça? L'AFD, l'association, là, la France entend redonner à l'aide au développement un rôle central dans sa politique étrangère et redorer en fait son blason. Ben oui, il fait toujours pareil, chercher à continuer la fuite en avant, l'escroquerie permanente, redorer son image en Afrique, voilà ce qui est précisé. Alors, cependant, la France est pour le moment, enfin, loin d'être exemplaire sur le sujet. Selon Oxfam, bon, toujours les escrocs là, 50% de l'aide française bilatérale s'est effectuée sous forme de prêts en 2018, voilà. Dans un rapport de la même année, l'OCDE invitait la France à accroître la part des dons par rapport aux prêts, conformément à l'ambition affichée de soutenir les pays fragiles ou les moins avancés. Voilà. Donc, en gros, toujours dans l'article que je lis, là, ils disent Magali Shelpi Del Amer qui rappelle également qu'une grande partie des flux financiers entre la Chine et les pays africains échappent à tout contrôle. Je dis, il faut avoir un culot monstre, mais là, ils ne sont pas à ça près, les Français. Hein. Donc en gros, ils sont en train d'incriminer les Chinois, alors que eux, bon, ça fait belle lurette. Hein.
Donc il dit en gros que les Chinois ne sont pas clairs dans les relations qu'ils ont avec l'Afrique, ils ne déclarent pas tout. Donc ils disent en juin 2019, une étude sur les prêts de la Chine à l'étranger assurait que 50% des prêts chinois aux pays en développement ne sont pas déclarés au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale. Voilà. Donc je vais terminer là, après je fais mon commentaire. Après son examen à l'Assemblée nationale, ce projet de loi dit de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales sera présenté au Sénat et devrait être adopté cet été. Voilà, vous voyez. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Bon, quand je lis ça, je dis, bon, voilà, les intellectuels africains là, qui ont fait des études économiques, qui ont fait des études de droit, vous voyez, ça, vous devez plancher là-dessus. Voilà. Hein. Et ce serait beaucoup plus intéressant plutôt que, comme je dis d'habitude, la formule que j'ai trouvée récemment, j'ai dit que les intellectuels africains, eh ben, figurez-vous que je dis, ils font un usage caricatural de leur savoir et de leur connaissance. Ah, j'adore. C'est une formule qui est de moi, hein, Dixit, hein, c'est moi-même. Voilà. Franchement, j'ai trouvé comme ça, dans mon inspiration. Voilà. Hein. Les intellectuels africains font un usage caricatural du savoir et de leur connaissance. Qu'on me dise si je dis n'importe quoi, voilà. Moi, je suis très fair-play. Hein. Donc, envoyez-moi des commentaires pour me dire, voilà, c'est n'importe quoi. Moi, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais je n'y crois pas. Voyez-vous, donc je suis très ouvert. Allez-y, envoyez-moi des commentaires par rapport à ce propos-là. Et ensuite, alors, ils disent quoi? Voilà, les parlementaires français, le 2 mars là, dernier, ils ont voté pour dire, voilà, on va augmenter l'aide qu'on apporte à l'Afrique. Jusqu'en 2022, en fait, au terme du mandat de M. Macron. Non mais attendez, ce que veulent les Africains aujourd'hui, ce que veut la jeunesse africaine, ce que nous voulons en tant que panafricains, c'est que la France plie bagage. On parle en français. Bon. Donc, quand tu plies bagage, ça veut dire que les Africains disent merci. Enfin, on dit merci parce qu'on est courtois, parce qu'on est bien élevé, parce qu'on est très humain et paradoxalement, on est victime de ça. Donc, les Africains disent à la France, dégage. Voilà. Et il y a des signaux là qui sont donnés, notamment en République centrafricaine, notamment au Mali, notamment, au Sénégal. Voyez-vous, et puis, il y a aussi les prémices en Côte d'Ivoire. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur la Côte d'Ivoire. Je vais terminer avec la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que on continue à se moquer en permanence des Africains sur cette histoire d'aide que la France accorde aux pays africains. D'ailleurs, c'est démontré. Hein. Vous voyez le paradoxe? Dans la lecture que j'ai faite là, de cet article-là que j'ai lu, ils expliquent en gros en détail que finalement, il y a des pays comme le Luxembourg ou les pays du Nord, hein, la Norvège, la Finlande, la Suède, et le Danemark et tout ça, l'aide qu'ils accordent aux pays africains, aux pays, pas seulement africains, mais en tout cas, entre autres, ces aides-là, pour ces pays-là, c'est beaucoup plus élevé que la France qu'elle accorde. Donc la France, quand je dis qu'elle est disqualifiée, vous comprenez que, en fait, maintenant, il faut alimenter. Voilà, j'ai ouvert le sac, ou j'ai ouvert la valise, ou le paquebot, tout ce que vous voulez, et puis maintenant, il faut mettre, il y en a tellement, ben oui, c'est vraiment, il y en a beaucoup, il y en a trop, il y en a trop. Voilà, je cherche mes mots pour vous dire. C'est-à-dire que c'est incroyable. Donc le fonctionnement de ce pays-là, il est bidon. Et c'est ainsi que j'en appelle justement aux intellectuels africains, qui ne doivent pas faire l'économie, de, dire que les relations entre la France et l'Afrique, mais c'est le fondement même de l'existence de la France. Et donc j'en appelle aussi aux intellectuels français. Bon, eux, ça va être un peu peine perdue, mais je compte sur la nouvelle génération. Ben oui, parce qu'au fond, on est dans une situation où la nouvelle génération, il faut que justement, excusez-moi, il faut que c'est les nouvelles générations, excusez-moi, là je suis en train de placer mes spots là, il faut qu'ils arrivent à s'affranchir justement de cette espèce d'esprit de supériorité là, parce que c'est ça qui les fatigue. Parce qu'on est au XXIe siècle et il y en a beaucoup encore qui croient qu'ils sont supérieurs aux Noirs. Mais remarquez, tous les jours on leur montre ça dans les journaux, à la télévision, à la radio, puis les images qu'on montre à la télévision, vous voyez bien, ou au cinéma même. L'Afrique est toujours complètement en retard, et puis donc cette escroquerie-là, malgré les connaissances que nous avons. Enfin, je veux dire, l'Africain même connaît plus la France que la France ne connaît l'Afrique, ne serait-ce que par la langue. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que vous allez faire un sondage, moi ça m'intéresse. Si j'avais les moyens, j'allais faire une étude pour savoir combien de Français parlent les langues africaines. Combien? Ça c'est intéressant. Et j'allais dire, sans même faire l'étude, je sais qu'il y a 0,0000, puis maintenant on va arriver à 1%. Vous voyez? Alors que, à l'inverse, vous prenez les Africains, j'ai envie de dire 100%.
d'une certaine façon. Parce qu'il y a même des personnes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui parlent le français. Vous comprenez? Donc nous qui avons encore été à l'école, qui avons quelques instructions, bon, c'est tout à fait normal. Mais en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés à l'école et qui parlent le français. Donc c'est vous dire, les locuteurs de la francophonie, et d'ailleurs c'est une chance pour la France, et, ils le disent là, que la langue française sera dans quelques temps la deuxième, je crois, la langue la plus parlée. Justement, compte tenu, à partir de 2050, de l'augmentation de la population africaine. La démographie africaine, qui inquiète des gens comme Stephen Smith, les négrophobes là, hein, qui n'aiment pas les Africains. Hein. Stephen Smith, là, il a sorti encore un nouveau livre. Mais lui, c'est évidemment son fonds de commerce. Hein. Il enseigne aux États-Unis, là. Et avant, il était ici en France, où il était journaliste, je crois qu'il était à Libération, et puis aussi au journal Le Monde, si je ne me trompe pas. Et lui, bon, ben voilà, avec Antoine Glazet et compagnie, ils assurent le service après-vente, j'appelle ça, de la France-Afrique. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à bourrer le crâne des Français pour dire que voilà, il va y avoir, comment on appelle ça, l'invasion des Africains parce qu'ils vont être plus nombreux. Et puis les autres ici sont perturbés parce qu'ils n'ont pas les tenants et les aboutissants. Donc ils sombrent dans l'obscurantisme. Hein, ils ne cherchent pas à comprendre, voyez-vous. Alors que c'est paradoxal, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, il y a suffisamment de moyens pour s'informer et savoir qui est-ce qui dit vrai dans les différents médias qui existent. Voyez-vous? Donc, franchement, ce texte-là qui a été voté, ils se font plaisir. Et puis là aussi, par contre, je ne peux pas m'empêcher de penser à des Africains, là, de la diaspora, qui sont députés au Parlement français, notamment Danielle Obono, la jeune femme là, qui est chez Jean-Luc Mélenchon. Je pense à elle, mais il n'y a pas que elle, mais eux tous qui sont à l'Assemblée nationale là-bas, y compris aussi les frères de la diaspora qui sont originaires de la Martinique, de la Guadeloupe, hein, de la Réunion, de la Guyane, hein, qui siègent au Palais Bourbon. Et ces tests-là, quand on les pond, bon, on me dit, ils sont dans le système, voilà. Donc, mais je dis, mais dans ce cas-là, ferme-la, rase les murs, parce qu'on a compris hein, votre escroquerie, on a compris votre jeu. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Hein. J'ai vu là sur le plateau, il y avait une jeune Sénégalaise aussi qui est députée là. Je sais pas, oui, je crois qu'elle est députée de la France en marche avec Macron là. Et puis elle, on lui demandait par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal, les événements et tout, elle raconte n'importe quoi. Bon, évidemment, vous me dites, on ne doit pas être étonné par rapport enfin, sur le fait qu'il ne faut pas dire le contraire, sinon il dégage. Hein. Voilà, soit tu fais dans l'escroquerie morale, ou soit tu dégages. Et donc ils ont choisi hein, de faire de la corruption morale. Ils sont corrompus moralement. Puis après, matériellement, parce que c'est très confortable. Hein. Vous savez, un parlementaire français, aujourd'hui, en 2021, je crois qu'il doit toucher dans l'ordre de 7 000 euros au moins. Hein. Mais là, c'est 7 000 euros ce qui rentre à sa poche. Mais après, il y a les avantages. Hein. Voyage en TGV, voyage en avion. Et puis aussi, ils ont droit à des réductions sur les appartements à Paris. Enfin bon, c'est royal. C'est même pour ça que beaucoup voilà, viennent faire de la politique. Et c'est pour ça que l'Afrique francophone, ils copient sur la France. Et je dis, vous êtes hors sujet. Voilà, parce que vous n'êtes pas démocratique. La transparence, c'est pas leur fort. Voilà. Ils font tout dans l'obscurité. Et puis, on va pénaliser les gens qui font qu'on appelle des infractions mineures. Et puis, ceux qui font des gros trucs, les gros trafiquants, les gros escrocs là, qui ne payent pas les impôts, on les laisse tranquilles. Vous voyez? Et c'est à partir de là que je dis, j'ai suffisamment d'éléments quand je dis que la France est une république bananière. C'est la première. Et puis, les enfants de cœur, ce sont les pays africains. Hein, les amateurs, alors que la France, c'est les professionnels. Hein. Voilà, il y a un savoir-faire, évidemment. Ensuite, donc, pour mon intervention d'aujourd'hui, c'est de parler de la déclaration faite par M. Assoadou. Assoadou, c'est le numéro 2, si j'ai pu comprendre, du Front National, enfin du Front National, excusez-moi, du Front National de Côte d'Ivoire, si on veut, mais non, c'est le FPI, voilà, Front Populaire de Libération ou Front Populaire Ivoirien, voilà, de tendance au président Gbagbo, là. En fait, il a fait une déclaration le 12 mars, voilà, 2021, en disant que le président Gbagbo, finalement, ne va pas rentrer comme il était prévu initialement, au mois de mars, ils avaient annoncé. Alors je rappelle que ça fait le report pour la rentrée du président Gbagbo, là, j'en compte plus, parce que c'est l'humiliation. J'arrête pas de dire ça, mais c'est plus fort que moi, c'est terrible. Hein. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il donne comme motif? Il dit, voilà, en fait, évidemment, il y a la décision. La décision, là, il se moque du monde. Hein, je veux dire, c'est un procès politique depuis le début, et eux, ils continuent toujours à y croire. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils soient dans cet état-là? Ils sont perturbés, mais grave, hein. Ils y croient encore. Donc on dit que c'est le 31 mars prochain que la Cour, la CPI, là, hein, la Cour internationale d'escroquerie, la Cour pénale internationale, ils vont rendre encore leur décision, savoir si ils vont maintenir pour un nouveau procès concernant le président Gbagbo et puis Charles Blé Goudé, ou alors si ils vont être relâchés définitivement, on va leur foutre la paix. Mais non, mais n'importe quoi, c'est dingue, hein. Donc lui donne ça comme argument pour dire que voilà, c'est reporter son retour au pays.
Retour en Côte d'Ivoire, c'est pour ça. Et puis deuxième point, c'est le décès tout récemment du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc ce sont ces deux raisons-là. Et moi, je ne peux pas m'empêcher justement de rebondir. Et de dire quoi? Et de dire que, franchement, on a de belles occasions de revenir à la raison. C'est ça qui nous manque. Hein. Je dis nous, c'est plutôt M. Ouattara et compagnie. M. Ouattara et consorts. M. Ouattara et ses sponsors. Et, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que à la mort de l'ancien Premier ministre Haïdara, hein, je me rappelle, hein, Haïdar, je sais pas si c'est Haïdara ou Diarra, Mohamed Diarra, enfin, non, Haïdara, je crois que c'est Haïdara, excusez-moi, parce que je m'étais dit, j'allais regarder un peu, mais bon, je fais pas. Bon, il était Premier ministre à l'époque, vous voyez, c'est lui qui avait même présidé quand il y avait eu le forum de réconciliation. Rappelez-vous, voilà, c'était lui qui avait présidé ça. Et c'était un ancien Premier ministre, puis un diplomate, il voilà, il a longtemps été diplomate, et c'était lui qui était Premier ministre, et c'était lui qui avait présidé ça. Donc quand il est décédé là, en 2020, voilà, je crois que c'était au début même du Covid là, eh ben, je me suis dit, ben, tiens, M. Ouattara a une belle occasion, symboliquement, parce que moi j'adore les symboles, dire que voilà, comme ce monsieur-là à l'époque a présidé, comment on appelle ça, le forum de réconciliation organisé à l'époque par M. Gbagbo, et bien là on va profiter maintenant, tous les Ivoiriens, venez, on va passer à table, chacun va vider son sac, hein, pour qu'on se réconcilie entre Ivoiriens, on se réconcilie entre Africains, entre fils du pays, pour l'intérêt général, pour l'intérêt de tout le monde. Voyez-vous, il n'a pas fait ça. Voilà. Il a fait une mise en scène pareille pour organiser des funérailles là, n'importe quoi, pour embrouiller les gens, pour divertir, faire diversion. Et puis là, deuxième round, c'est le décès de monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais j'ai dit, mais comme Ahmed Bakayoko, il est, comment dire, celui que je considère comme qui faisait le pont hein, entre le RHDP et puis les autres partis de l'opposition, enfin les autres partis. Je ne sais pas s'il faut dire l'opposition d'ailleurs, parce que c'est usurpé tout ça. Il faut mettre en guillemets d'une certaine façon. Ben oui, parce qu'en réalité, M. Ouattara, depuis le début, il est illégitime, mais en plus de ça, il fait que des magouilles pour chaque échéance au niveau des élections. Voyez-vous? Et donc je dis, mais là pour le décès d'Ahmed Bakayoko, d'ailleurs, je dis que c'est le décès de trop, et que les Ivoiriens, il faut vous réveiller, mais sinon, ça sera à jamais. Hein, vous attendez, vous espérez, vous espérez. C'est incroyable, hein? Donc il peut, là, hein, dire, bon voilà, on va profiter, pour l'occasion de ce décès-là, pour organiser un forum de réconciliation. C'est l'issue la plus profitable à tout le monde. Autrement, moi je parle de révolution. Parce que je dis, il n'y en a pas trois, il y en a deux. C'est soit révolution, soit forum de réconciliation. Alors évidemment, ceux qui sont comment on appelle ça, les partisans du RHDP, Ouattara et compagnie, eux, ils disent qu'ils ont raison dans leur démarche, dans leur fuite en avant. Voyez-vous? Et j'ai bien aimé, là, ce matin, j'ai écouté Afrique Média, et Patrick Sapak, je crois qu'il s'appelle. J'aime beaucoup, hein. Il y a lui, et puis il y a aussi quelques-uns, là, qui sont des intervenants au Cameroun. J'aime beaucoup, parce qu'ils ont une liberté d'esprit. Moi, c'est ça qui m'intéresse toujours chez les gens. Liberté d'esprit, il faut être libre. Parce que sinon, si tu es déjà condamné là-dedans, c'est fini, c'est pourri, voilà. Donc lui, il a bouclé Luc Michel, là, que je ne sentais pas depuis. Alors moi, je dis, voilà, je ne le sentais pas, Luc Michel. Vous savez, c'est un intervenant aussi sur Afrique Média, qui est basé à Bruxelles, là-bas, et puis qui donnait son point de vue sur, justement, le décès de Ahmed Bakayoko et comment allait se passer là, les événements politiques en Côte d'Ivoire. Et il y a le journaliste qui a fait l'introduction en disant que là, c'est une espèce de sort comme ça, c'est le retour du bâton, et puis, comment dire, c'est les forces divines voilà, qui sont en train de faire le match retour par rapport à tout ce qu'on a infligé au peuple ivoirien. Hein. On va compter entre 15 000 et 20 000 morts, au moins, parce que là, il faut aller voir les spécialistes pour qu'ils fassent leur étude précise, pour qu'on sache, depuis 30 ans, combien d'Ivoiriens sont morts avec ces événements-là, à l'arrivée de M. Ouattara sur la scène politique ivoirienne, voilà, depuis 30 ans. C'est important de le faire. Ah ben oui, comme je vous dis, moi, ma religion, c'est la vérité d'une part, et puis la justice d'autre part. Ça, c'est vraiment les deux piliers que j'épouse de mes valeurs. C'est pour ça que je parle c'est ma religion, ça. Hein, d'autres ont leur religion. Je dis, ils sont bouddhistes, ils sont chrétiens, ils sont catholiques, ils sont, comment on appelle ça, témoins de Jéhovah, ils sont musulmans. Je respecte les convictions de chacun. Mais je dis, mais moi, par contre, comme la liberté, hein, je me veux être un homme libre, j'allais dire définitivement. Donc je dis, moi, c'est la vérité d'une part, et puis la justice d'autre part. Alors on me dira toujours, oui, mais on les trouve dans les... Mais oui, mais la différence, c'est que moi, je dis, eux, on reste dans la théorie, alors que moi, je veux la pratique. Voilà. Si tu mets en pratique, là, je dis, voilà, je suis preneur. Mais autrement, si c'est pour juste... parce que c'est ce qu'ils font, et c'est ce que je dénonce, d'ailleurs. C'est pour ça que je prends mes distances. C'est clair. Voyez-vous? Donc là,
pour cette vidéo-là, j'ai dit que l'autre là, qui est à Bruxelles là-bas, c'est les partisans de Guillaume Soro, toujours pareil. Voilà. C'est des gens qui l'a financé. Hein, voilà, parce que, oh, Guillaume Soro devait être devant la CPI. Non, mais on est sérieux là. C'est-à-dire que nous, quand on parle de, comment on appelle ça, la réconciliation, quand on parle de forum de réconciliation, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas évoquer, faut traduire les uns et les autres devant la CPI. Mais s'il n'y a pas ça, il faut qu'il soit traduit. Mais quand je dis Guillaume Soro, et puis tous ceux qui ont participé à déstabiliser le pays, la crise qu'on a connue en 2010-2011. Ah ben oui. Non, parce que si on dit que M. Laurent Gbagbo et puis M. Blé Goudé, voilà, ils sont acquittés, ben, il y a bien quelqu'un qui est responsable de tous ces morts-là. Hein. Donc Nicolas Sarkozy, en premier. Hein. Voilà. Bon, il y a aussi des gens qui sont décédés, comme Jacques Chirac. Et puis il y a qui encore Dominique de Villepin, lui il est encore vivant, il faut le choper. Il y a, comment il s'appelle l'ancienne ministre de la Défense française, là, la dame, j'oublie son nom. Voilà. Et puis voilà. Donc tout ce monde-là de la France-Afrique, eux, ils doivent aller s'expliquer devant la CPI. C'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la CPI, elle a été conçue dans l'esprit de la continuité de l'esclavage de l'homme noir. Ben oui, faites des statistiques depuis sa création. Combien de personnes, combien de personnalités, combien ils sont traduits là-bas. Et puis, quelles sont leurs nationalités, quelles sont leurs origines. On va voir que le record, c'est l'Afrique. Voilà. Et quand on sait qu'il y a des pays qui disent qu'ils se payent le luxe, ils disent non, non, ça ne nous intéresse pas. Bon, les gros pays, il y a les États-Unis, la Russie, ça ne les intéresse pas. La Chine également, ça ne les intéresse pas. Ils ne se sentent pas concernés. Il est hors de question qu'on traduise. D'ailleurs, ils ont refusé même de signer. Et donc, nous, comme on a des corrompus à la tête des pays, eh ben, eux, ils sacrifient pour leurs miettes là, qui perçoivent eh ben, la dignité de l'Africain. Et c'est ça qui fait que nous sommes très motivés, hein, nous sommes très enthousiastes pour mener le combat jusqu'au bout. Ah ben oui, non parce que faut arrêter. Hein. Comme j'ai dit, ils ont volé l'argent du peuple, c'est vrai, on a les preuves, et donc matériellement ils sont riches. Mais j'ai dit maintenant ce qui nous reste, le minimum, mais accordez-nous notre intelligence, n'insultez pas notre intelligence. Ah, je dis c'est le hein, au moins accordez-nous ça. Voilà. Oh, ils veulent tout, nous enlever tout. Voilà. Alors que je dis non, je me refuse. Hein. Ah non, 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 non. Donc, faire des vidéos là, c'est un bonheur. Ah oui, c'est une thérapie même pour vous dire. Parce que quand tu as des choses à dire, si tu n'arrives pas à les dire, vous savez, c'est comme une cocotte minute, ça peut exploser d'une façon ou d'une autre. Or là, le fait de pouvoir, comment dire, expliquer, dire les choses, bon, mais ça fait du bien. Hein. Et puis, Dieu seul sait si j'avais les moyens. Mais oui, non, parce que je dis, YouTube ont fermé mon compte le 1er décembre, alors que je sais pas, vous voyez ce que je fais là, c'est juste vraiment le truc les plus, j'allais dire, basiques et puis que tout le monde peut faire. Hein. Alors là, pour le coup, voilà. Donc, il n'y a pas plus démocratique. Donc, j'ai dit, si j'en arrive à fermer mon compte, je ne suis pas le seul, évidemment. Tout ce dont on a fermé le compte, ça veut dire que voilà, ils visent dans le mille. C'est ça que ça veut dire. Hein. Bon, il y en a qui visent dans le mille aussi, mais bon. En tous les cas, tous ceux qui ont le compte que tu es fermé, c'est parce que tu vises dans le mille. Et on te dit, non, non, il ne faut pas aller là-bas. Viens dans le politiquement correct. N'importe quoi. Après, il faut arrêter de donner des leçons. Hein. Comme je dirais, c'est la célèbre phrase de François-Xavier Verschas qui dit le vice rend hommage à la vertu. N'importe quoi. Donc, voyez-vous, là, pour la Côte d'Ivoire, pour terminer ma vidéo là d'aujourd'hui, je pourrais dire que quelqu'un a dit, que j'ai trouvé très juste dans son observation là, quand j'ai suivi Afrique Média, il dit, mais il faut bien remarquer que lorsqu'il y a eu, comment on appelle ça, la mort de Gon Coulibaly, organisée par Ouattara et consorts, Ouattara et compagnie, Ouattara et sponsors, eh ben, c'était pour permettre qu'il se présente pour un troisième mandat. Donc on a embrouillé les Ivoiriens, on a forcé la main aux Ivoiriens. Maintenant là, on est dans la même situation aujourd'hui, parce qu'il y a eu les élections, comment dire, législatives, les élections des députés là, et il se trouve que le FPI associé avec le PDCI, mais ils ont la majorité absolue, en principe. En principe. C'est-à-dire que si Ouattara et compagnie, ils font preuve de transparence, il n'y a pas photo. Voyez-vous? Or là, dans les différentes circonscriptions, tout a été fait, j'allais dire, en amont. C'est-à-dire qu'ils savaient déjà les résultats qui nous donnent, là, comment dire, à partir du 7, du 8, du 9, comment dire, mars, là, parce que les élections avaient élu le 6 mars. Vous voyez? Pour moi, tout ça a été déjà calé. D'ailleurs, à l'époque, il faut se souvenir ce qu'avait dit Ahmed Bakayoko pour les élections présidentielles. Il dit c'est bouclé. Bon, il a été sacrifié, là. Ben oui. Mais c'est la chronique
d'une mort annoncée hein, du RHDP, là, cette escroquerie-là qui dure depuis des décennies. Et il faut qu'on puisse se retrouver pour que le partage du gâteau soit équitable. Voilà. Là, on se bat. Et puis pendant ce temps-là, quand nous, on se déchire, là, ben, les pilleurs là, des ressources africaines, ils se frottent les mains. Et d'ailleurs, je vais dire que très souvent, on fait le boulot à leur place. On le fait même beaucoup plus qu'ils demandent. Et je dis souvent que quand la France dit à M. Ouattara, monsieur, ramenez-nous juste une vache, il dit non, 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 je vais vous ramener toute la ferme même peut-être même le village, même peut-être le département, mais le pays même, voilà. Mais je n'exagère rien. Vous voyez, il faut vous souvenir, la base de Port-Boué, là, eh ben, comment il s'appelle, Macron était venu en visite en décembre 2019, eh ben, M. Ouattara a donné gracieusement les terrains hein, de la base militaire. Bon, c'est donnant-donnant. Enfin, donnant-donnant. Évidemment, comme ils sont chargés d'assurer sa protection, donc voilà, il leur donne ça, mais il donne tout. Hein. Je vous dis, lui donne plus que eux, ils demandent. Donc ils sont impressionnés. Là, il est en train d'empoisonner tous ses collaborateurs là. Je suis sûr qu'il va beaucoup plus loin, évidemment, que ce qu'eux ils demandent. Voilà. C'est ainsi que ben, il faut se réveiller, hein, parce que je sais pas, on a tellement de moyens, on a tellement suffisamment d'éléments, voilà, pour ne pas continuer à dormir. Hein. Donc c'est maintenant le moment de se réveiller une bonne fois pour toutes et puis botter ces gens-là hors de l'état de nuire, de continuer à nuire le peuple africain, en général le peuple ivoirien en particulier. Merci beaucoup. Vous avez comme serviteur Djoubian, voilà, sur les réseaux sociaux, Facebook et puis YouTube. Mettez des pouces, partagez au maximum. Et pour faire ce peu, on participe à éveiller les consciences, naturellement. Voilà, hein, je suis spécialiste de la France accessoirement, et puis panafricain convaincu. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.